dos, tres, cuatro, clap. Imaginez-vous escalader la paroi d'une très très grande falaise. Vous êtes au bord, accroché. Autour de vous, un paysage splendide, à perte de vue autour. L'ascension n'est pas quelque chose de très difficile pour vous, juste à votre niveau. Vous sentez que vous en êtes capable. Mais en même temps, ça fait bien une demi-heure que vous grimpez et vous commencez à sentir que vos muscles commencent à se tendre et à être raides. Certaines prises que vous prenez en main ou sous vos pieds vous paraissent quand même un petit peu fragiles. Vous avez décidé de grimper cette fois parce que c'est une voie que vous connaissez bien, sans vous attacher, en free solo. Vous êtes confiant, mais vous sentez quand même ce danger proche de vous. Les prises friables, le corps qui a ses limites, duquel vous vous approchez. Peut-être que ça peut faire partie du plaisir pour vous. En tout cas, l'expérience serait peut-être un petit peu différente si vous étiez accroché. Ou sinon, imaginez, vous êtes devant une grande table de poker, peut-être à l'arrière d'un bar, une ambiance un peu de film noir, avec des gens étranges autour de vous, une table illégale ou quelque chose comme ça. Vous jouez depuis maintenant 2 heures. Vous avez mis beaucoup de vos économies, si ce n'est toutes vos économies, dans cette partie. Et au milieu d'une manche, alors que vous avez plutôt un bon jeu, vous voyez que les personnes autour de vous continuent de suivre. Alors vous regardez vos cartes, vous estimez votre jeu. Vous avez bon jeu, très bon jeu même. Vous dites que c'est peut-être le moment, que ça peut marcher. Vous regardez au milieu de la table la mise en jeu et vous vous dites là il y aurait de quoi gagner quelque chose de conséquent. Vous pensez à tout ce que vous pourriez avoir avec cette mise. Et donc vous prenez toute votre mise devant vous et vous la mettez au milieu du tapis. Vous faites comme on dit tapis. Si vous perdez, vous n'aurez plus rien. Si vous gagnez, vous remportez toute la mise. C'est toutes vos économies. Et là, un petit peu de la même manière, si vous jouiez avec des bonbons ou des jetons factices, ça serait pas pareil. L'expérience serait un petit peu différente. Ces deux situations, elles ont en commun d'être des situations de comportement à risque. Il y a un enjeu dans la situation qui est élevé, c'est-à-dire que ce qui peut être perdu peut être grand. Dans un cas, ça peut être sa vie ou alors son intégrité physique, ou dans l'autre cas, ça peut être éventuellement toutes ses économies. C'est un peu la question que je me suis posée récemment, face à des histoires comme ça de gens qui semblaient s'exposer au danger pour le danger. L'exemple du free solo, je pense que c'est un bon exemple de ce côté-là parce que, en fait, on peut tout à fait escalader en s'accrochant. Mais certains décident de le faire sans s'accrocher. Donc, forcément, si c'est fait, c'est parce que ça soit évoqué ou pas, parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins acceptable à évoquer, il y a une dimension dans le danger qui est recherchée. De la même manière, quand vous regardez un film d'horreur, vous n'étiez pas obligé de regarder un film d'horreur. Vous auriez pu regarder une comédie française, simple, sans se faire peur. Donc c'est un peu de ce mystère que je pars, de me demander mais pourquoi il y a des gens qui vont se mettre en danger alors que, a priori, rien ni personne ne les y pousse. Dans certains de ces cas-là, on peut appeler ça une ordalie. Le terme ordalie, il vient de l'anglais, et le terme en anglais moderne
qui correspond, c'est ordeal, qui veut dire épreuve ou supplice. Ça vient du latin médiéval ordalium, qui signifie jugement de Dieu. C'est un terme qui vient de certains procès de coutumes à caractère religieuse, qui visaient à soumettre un suspect à travers des épreuves spécifiques, douloureuses, voire mortelles. Et l'issue de ce processus permettant d'établir l'innocence ou la culpabilité. Mais avec la particularité que la personne qui juge dans cette situation-là, quelque part, c'est Dieu lui-même. Un exemple de ça, c'est l'ordalie par fer rouge. Il s'agissait de marcher avec une barre de fer chauffée dans les mains, comme ça, pendant un nombre donné de pas, 9 pas, il me semble. Et ensuite, on bandait les mains de la personne en question. Et 3 jours après, on regardait l'état du corps. Si la plaie était bien cicatrisée, alors l'accusé était innocent. Mais si la plaie était en mauvais état et vraiment visuellement assez horrible à regarder, c'est qu'il était coupable. De même, dans l'ordalie par l'eau froide, lors des procès en sorcellerie, on plongeait l'accusé dans l'eau, et si l'accusé coulait, c'est qu'elle n'était pas coupable, mais alors elle était morte. Et si elle flottait, c'est qu'elle était coupable, et donc qu'elle allait éventuellement mourir ensuite. Donc elle avait assez peu de chances de s'en sortir. Et puis aussi, je ne peux pas résister au fait de vous partager aussi celle-ci, qui est quand même, en un sens un peu rigolote, qui est l'ordalie du pain et du fromage, où on gavait l'accusé avec du pain et du fromage, et s'il n'arrivait pas à avaler, s'il s'étouffait, c'est qu'il était coupable. Il me semble d'ailleurs que l'expression « rester en travers de la gorge » vient de là, et que l'expression « mettre sa main au feu », donc être certain de soi, venait de l'ordalie par le fer rouge. Donc bon, il y en a d'autres, et là on est plutôt dans des situations et des cas qui sont présents en Occident, plutôt au Moyen-Âge ou à des périodes proches, mais on peut retrouver ce type de procédé juridique dans bien d'autres sociétés, dans bien d'autres cultures et dans bien d'autres époques. Et là, on aborde le terme d'ordalie dans son sens strict, à savoir vraiment tel que je vous l'ai décrit. Mais il y a une manière de prendre le terme, il y a une acception qui est un peu plus large, qui est celle où on n'est pas forcément dans un contexte juridique, mais où simplement des personnes elles-mêmes peuvent se mettre dans des situations où l'expérience doit donner une réponse venant quelque part de quelque chose qui s'apparenterait à Dieu. L'exemple typique de ça, l'exemple paradigmatique, c'est la roulette russe. Vous prenez un revolver, vous mettez une balle dedans, il y a 6 ou plus de balles à l'intérieur, vous le faites tourner, vous le mettez sur votre tempe, vous appuyez, et si vous avez de la chance, ou quelque part, si Dieu vous permet de continuer à vivre, vous continuez à vivre. Alors. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est que il y avait des situations où ce n'étaient pas des gens qui étaient forcés par une instance, par un pouvoir, à se soumettre à ce jugement divin, mais que certaines personnes allaient d'elles-mêmes se confronter à ces expériences-là, qui sont des expériences, pour certaines, à risque de mort, ou pour d'autres, avec des risques d'intégrité physique ou mentale, etc., assez élevés. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux. C'est qu'on se demande pourquoi un sujet, de lui-même, sans que personne l'y pousse, aille se frotter à un danger aussi grand, et simplement pourquoi? Comment ça arrive quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de la personne, le ou la pousse à aller se confronter à des situations comme ça? Au départ, quand j'entends parler de ces situations-là, c'est une forme de mystère. Je me demande, mais qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là? Et puis évidemment, je pense à d'autres cas,
Je pense à des cas qui sont beaucoup plus communs, dont on entend toujours parler, que ce soit des gens qui, par exemple, vont avoir une toxicomanie répétée, dans des cas assez extrêmes. Je pense à des gens qui vont faire effectivement des sports extrêmes, se balader sur les toits, se suspendre à des grues, des choses comme ça. Et toujours un mystère subsiste. Pourquoi on peut avoir envie d'aller vers ça, quoi. Donc mon hypothèse personnelle, c'est que... alors attendez, je reprends. C'est qu'effectivement, et ce qu'on va essayer d'explorer ici, ce ne sont pas des gens qui prennent des risques de manière collatérale, c'est-à-dire ils doivent faire quelque chose, donc ils prennent un risque, mais qui vont chercher le risque pour le risque. Et on va essayer de s'arrêter sur différents cas, et à chaque fois d'essayer de dresser des hypothèses variées pour essayer de comprendre ce qui est en jeu, ce qui a amené les gens dans cette situation, et aussi qu'est-ce que ça produit pour le sujet en termes d'expérience. Donc on va voir que c'est des situations, les situations que je vais évoquer, c'est des situations qui sont assez variées, qui ne se recoupent pas forcément, qui peuvent s'expliquer de manière très différente, mais c'est juste une manière de dresser des hypothèses de manière un petit peu stimulante et intéressante à partir de cette question-là, de la recherche du danger. Donc la première hypothèse, je vais vous l'introduire en parlant d'un film qui s'appelle After the Storm, donc après la tempête, de Hirokazu Koreeda, qui est un cinéaste japonais contemporain, où un père de famille qui doit s'occuper de son enfant et se trouve être addict aux jeux d'argent, à la loterie ou aux paris hippiques, donc les courses de chevaux. On le voit aller à l'hippodrome, parier de l'argent, perdre, puis tout de suite remettre toute sa mise. Alors même qu'on sait que ça pose problème dans la garde de son enfant dont il n'a pas et qu'il ne paye pas sa pension alimentaire et qu'il pourrait perdre la garde de son enfant et qu'on comprend bien que son enfant est quelque chose de très important pour lui. Donc dans le film, la question du pourquoi il est addict au jeu, elle n'est pas vraiment tellement explorée, du coup c'est resté comme une forme de question pour moi. Pourquoi cette personne joue au jeu d'argent? Qu'est-ce qu'il fait dans son histoire personnelle qui a fait qu'il est allé vers ça? Et je me suis un petit peu posé la question et l'hypothèse que j'ai trouvée, c'est que donc c'est aussi lié à l'histoire et des petits détails qu'on voit dans l'histoire, mais c'était que cet homme, ce qui le pousse à jouer au jeu d'argent, alors qu'a priori il aurait encore une fois pas intérêt à le faire, et donc ça semble être un comportement complètement paradoxal. L'intuition que j'ai eue, c'est que jouer au loto, pas une fois comme ça, hein, mais vraiment de manière addictive, et tourner, et c'est le cas pour lui, toute l'action de sa vie de ce côté-là, c'est qu'en fait, c'est placer son existence dans les mains d'autrui. C'est une forme d'aliénation totale. Et mon hypothèse, c'est que ça vient dans des situations où on n'a pas trouvé à le mettre entre ses propres mains. C'est-à-dire sentir que ses propres actes ont un impact sur sa propre vie. Avoir l'impression de décider de quelque chose, voilà. Voilà, avoir ce sentiment-là qu'on décide de quelque chose. Et donc mon hypothèse, voilà, c'est que ça découle d'une incapacité à ça. Songez au moment de vos vies où vous sentez que vous n'arrivez plus à avoir de prise, que vous ne savez plus comment faire, que vous vous sentez impuissant. Ben, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prie, on s'en remet à plus grand que nous, parce qu'on n'a plus de prise nous-mêmes. Et donc je crois que cet homme, s'il joue l'auto, s'il croit autant au jeu, c'est qu'il n'arrive pas à en croire en sa propre capacité. La loterie, à ce stade, c'est un symbole. C'est penser que la vie, c'est de la chance. Un autre aspect qui peut être abordé dans les situations d'ordalie, et plus généralement dans les conduites à risque, c'est la question de la recherche de limites. Attendez, je reprends le film. Ouais, il y a pas longtemps, moi, si on m'aurait parlé de la question de la limite, c'est une notion que j'aurais maniée un petit peu avec précaution, que j'aurais pas forcément trop reprise à mon compte. Mais récemment, je me suis retrouvé à faire de l'observation pour un projet de fiction, à faire de l'observation dans une classe de maternelle, donc d'enfants qui avaient de 2 à 5 ans. Et j'y allais, mon but en y allant, c'était d'essayer de comprendre quelle était l'expérience des enfants de cet âge-là
quelle était leur expérience singulière. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cet âge-là? De quoi on a peur, qu'est-ce qu'on désire, etc. Donc j'ai pris du temps pour les regarder, pour essayer de comprendre leurs interactions, pour voilà, essayer de deviner un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, dans ce qu'ils vivaient. Et j'ai discuté aussi avec la maîtresse, avec le psy de l'école et un éducateur spécialisé qui s'occupait de prendre des élèves à part et d'essayer de gérer quand il y avait des troubles d'apprentissage ou des élèves qui avaient des difficultés. Donc il essayait de comprendre leurs besoins et de travailler avec eux sur ça. Et une chose qu'on m'a dite plusieurs fois en discutant avec ces gens-là, c'était qu'il y avait le cas d'un élève, Yael, un enfant, quoi, qui avait besoin, selon leur dire, d'avoir un cadre qui était fixé et que sinon il paniquait. Il savait pas trop, il savait pas trop quoi faire. Il était un peu désemparé. Et au départ, je me serais un peu méfié de ces choses-là. Je me serais dit, tiens, c'est une manœuvre des adultes pour justifier leur manière de cadrer les enfants et d'être quelque part un petit peu autoritaire, quoi. Mais là, ça m'a fait un petit peu voir les choses autrement parce que voilà, il y avait ce cas-là de cet enfant qui, visiblement, quand il n'avait pas ce cadre-là, quand on lui disait pas qu'est-ce qui était possible de faire ou pas, ce dont il avait le droit, les consignes, etc., il paniquait. Mais que par contre, quand on lui disait, ben, tout semblait beaucoup mieux se passer, quoi. Euh, et donc, au premier regard, ça n'a pas forcément un lien avec la conduite à risque. Mais en fait, c'est exactement la même chose qui se joue dans le contexte adolescent. Ce qui m'a frappé un an plus tôt pour un autre projet de fiction où j'allais en collège, cette fois, pour observer des jeunes, de la même manière, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'était leur expérience singulière. Il y a une chose qui m'a frappé en les observant, c'est que tout cet âge et toute cette expérience de cette période-là de vie semblait être teintée d'incertitude. Je me souviens de voir même les élèves dans la cour d'école qui semblaient être les plus confiants, les plus blagueurs, dès qu'ils lançaient une blague avec confiance, avec presque parfois une trop grande confiance, il y avait toujours un petit moment après où on sentait que ils essayaient de scanner la situation pour avoir une réponse, pour voir si ça répondait comme il faut, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé et qui m'est resté. Et il me semble que c'est parce que c'est un âge où on appréhende encore le monde et on ne sait pas encore comment le monde va répondre à nos actes. Et c'est pour ça que chaque acte semble contenir une forme d'hésitation. C'est une hésitation qui est nécessaire pour eux, parce qu'ils ont besoin de mieux comprendre, pour ensuite savoir comment agir. À cet âge-là, tout ce qu'on fait est encore un test. Et ça, c'est pas facile éthiquement. Parce que pour construire une éthique, on a besoin de faire expérience, de sentir que quand j'ai agi comme ça a provoqué telle chose, ça a amené telle conséquence. Et donc on a besoin de ça pour diriger nos actions. Et de la même manière, ce qu'on demandait à l'enfant de la classe, le petit Yael, c'est qu'on lui dise un peu plus, quand tu fais ça, il se passe ça. Quand tu fais ça, il se passe ça. Pour pas qu'il soit paniqué et pour qu'il puisse agir. Pas être face à cette espèce de vertige de liberté. Et c'est quelque chose qu'on peut ressentir à un âge plus avancé par moment, mais qui va forcément être moins fort, mais qu'on peut ressentir quand dans la vie on est face à un possible qui semble trop vaste, quand on ne sait plus où aller, quand on ne sait plus peut-être après une reconversion professionnelle quel métier avoir ou face à des grands choix de vie, quoi. Bon, si on ne se situe pas, si tout est possible, on ne peut pas agir ou ça semble difficile. Et donc, là où je raccroche avec la question des comportements à risque, c'est que les conduites à risque, ou comme d'autres l'ont appelé l'appétence traumatophilique, c'est-à-dire l'appétence à aller vers des comportements qui peuvent être traumatiques, semble être assez prégnante justement à l'âge adolescent. Et donc des adolescents qui vont rouler très vite, boire beaucoup, se battre, voler. On peut l'interpréter, pas que bien sûr, mais comme une manière de tester les limites, de voir jusqu'où ils peuvent aller sans se brûler.
et qu'il y aurait une forme de besoin de ça aussi pour se situer et pour construire une éthique. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être étendu. On peut avoir le besoin de sentir des limites dans d'autres cas. Une autre hypothèse, cette fois peut-être un peu plus généreuse, c'est que se confronter au risque, se confronter au danger, c'est aussi très simplement une manière de trouver sa force et de sentir sa force. Imaginez encore, vous êtes à la piscine. Vous montez pas à pas les escaliers qui mènent au plongeoir qui surplombe le grand bassin. Cette fois, pas celui de 2 mètres. C'est habituel, mais celui de 5 mètres. Vous montez les escaliers un à un, vous y arrivez. Vous sentez vos jambes fébriles. Mais vous avez envie d'y aller, vous respirez profondément. C'est haut, vous vous dites que vous pourriez redescendre, que vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous avancez, vous regardez en bas, ça a l'air loin, plus loin que prévu. Mais vous y allez quand même, vous fermez les yeux, 1, 2, 3. Vous sentez la peur monter en vous, vous sautez. Vous sentez un saisissement violent pendant la chute, une décharge une fois dans l'eau, le saut effectué. Quelque chose qui se relâche ensuite en vous quand vous nagez pour sortir. Puis ensuite, en sortant, vous sentez votre corps qui se sent un peu droit, une sorte de petite fierté qui persiste en vous. L'air de rien, mais ce petit plaisir d'avoir affronté la peur que vous avez sentie. Bien sûr, encore une fois, on n'est pas obligé d'aller plonger. Et peut-être que si on y va, c'est pour sentir le vertige et le surmonter. On découvre sa capacité et on gagne en confiance. Se dire, je n'ai pas tremblé et je suis capable de ne pas trembler. Bon, pourquoi certains vont plus ou moins aller vers ces expériences? Pour moi, l'hypothèse, c'est qu'on a plus ou moins besoin de se prouver à soi-même, selon peut-être l'idée qu'on se fait de la vie. Si on pense à des jeunes hommes qui pensent que le monde est dangereux, qu'il faut savoir se battre pour y survivre, eh ben, ils vont aller se confronter à ce danger parce qu'ils pensent que c'est important et que c'est nécessaire. Et que sinon, ils seraient terrorisés. Évidemment, ça peut être aussi très concrètement sentir qu'il y a des épreuves qui peuvent nous attendre plus tard et que quelque part, inconsciemment, c'est une manière de s'y préparer. Donc c'est une manière de se dire, je suis prêt, je me suis déjà prouvé que je l'étais. Donc ça repose sur les croyances, pas que. Une croyance plus ou moins juste qu'on aurait besoin de surmonter la peur. Mais il y a une autre conduite à risque. Il y a une autre type de croyance qui peut amener des conduites à risque. Là, c'est une situation qui est un peu plus difficile. Alors, attendez juste, combien de temps on en est? Vous avez une idée un petit peu, de savoir si je suis bon ou pas? On a commencé quand? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça fait 20 minutes, un truc comme ça. Ouais. Ok. C'est celle des croyances autodépréciatives. C'est quelqu'un qui se dit profondément dans sa tête, à elle-même, je suis une mauvaise personne ou je suis pas capable ou des choses de ce genre. C'est un peu le thème de l'autosabotage. Et donc c'est la question aussi, pourquoi des gens se sabotent? De la même manière, ça me semble un petit peu mystérieux au premier regard. Ça semble être vraiment quelque chose, typiquement le sabotage, l'autosabotage, c'est quelqu'un qui fait quelque chose contre lui-même ou contre elle-même. Et donc qu'est-ce qui amène à agir contre soi-même? Une hypothèse qui me semble intéressante à considérer, c'était que... alors attendez. Oui, faire juste un petit détour sur le sentiment de honte. Qui est un sentiment, à mon sens, qui n'est pas complètement éloigné, qui est un petit peu différent, mais quand on a honte, parce qu'on nous regarde d'une certaine manière, par exemple si on dit tu es ridicule pour telle raison, parce que tu portes tel vêtement, ou
je sais pas, trop méchant ou trop gentil ou peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'on reconnaît, ou une part de nous reconnaît le jugement contenu dans le regard face à nous. Et que quelque part, on n'aime pas ce que l'on reconnaît. Et c'est quelque chose qu'on ressent physiquement. Et ça me semble être presque comme un mécanisme qui ancre l'aversion pour l'éviter ensuite. Un signe corporel très fort de « je ne veux pas être ça », pour que ce soit appris. Donc comme s'il y avait une pulsion d'inscrire en soi-même ce qu'on n'aime pas. Et donc, quelque part, de la même manière, se punir, c'est peut-être se punir un petit peu pour être ce qu'on est ou ce qu'on fait. Donc dans l'autosabotage, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Je suis mauvais, ça c'est la croyance ancrée, et je vais me le faire comprendre. Bon, l'autosabotage, ça peut être aussi bien d'autres choses. Ça peut être aussi un moyen de ne pas se confronter à une situation, ne pas passer un concours par exemple, pour ne pas être confronté au danger. Celui d'échouer, qui serait trop difficile pour le sujet en question. La croyance autodépréciative, quand elle n'est pas seule, quand il y a à l'intérieur une partie qui exprime « je suis nul, je suis incapable » et une autre partie qui exprime « je suis capable et c'est possible de le faire », ce qui est difficile, c'est que ça met une tension interne qui est très très forte. Et cette tension, en fait, elle l'épuise, parce qu'elle rend difficile l'action, elle amène des mouvements contradictoires. Un jour, on va aller faire ce qu'on avait décidé de faire, et puis le lendemain, s'arrêter et aller dans l'autre sens. Et donc, quelque part, c'est comme un mouvement qui est enrayé comme ça, et ça fatigue parce qu'on n'avance plus vraiment, et ça amène de la frustration. Et quelque part, cette frustration, elle peut être tellement grande parfois, cette espèce de tension interne entre deux croyances opposées qui s'affrontent, que décider de chuter ou de se faire du mal, aller dans une de ces deux options, c'est une manière de résoudre le conflit et momentanément de verser dans un côté et de plus avoir la frustration. Et même si on se sent très très mal parce qu'on a choisi le côté qui auto-sabote et qui dit « je ne suis pas capable », etc., et ben quelque part, il y a une forme de soulagement dans ça. Voilà. Attendez, ouais, un autre cas qui est un petit peu analogue, c'est la question, pareil, de la peur. Il y a un très très beau livre de Laurent Mauvigné qui s'appelle « Apprendre à finir », qui raconte l'histoire d'une femme qui, alors que son couple était en train de se déliter, d'être détruit et au bord d'une séparation, son mari a un accident assez grave et donc est alité et elle se retrouve à s'occuper de lui. Et donc ils n'avaient pas encore vraiment divorcé et rompu. Et c'est un dialogue intérieur pendant tout le livre sur comment elle vit cette situation et toutes les paroles qu'elle se donne à elle-même et ce moment où elle est tiraillée entre cette envie de croire que cette relation de plus de 10 ans va pouvoir continuer et en même temps cette peur très très forte puisque son mari l'a trompée avant, qu'une fois qu'il soit sur pied, il parte à nouveau. Et ce qui se passe qui est vraiment terrible, c'est que la peur devient tellement omniprésente pour quelqu'un qui soigne quelqu'un qu'elle aime et qui peut-être va partir après, et devient une tension tellement énorme qu'au bout d'un moment, cette personne va se retrouver à provoquer sa propre chute et provoquer sa propre peur pour se soulager de la tension qui est provoquée par cette peur qui est une tension constante. C'est-à-dire que la peur, elle est tellement insupportable à vivre. Et ce n'est pas le cas dans toutes les situations, mais c'est des situations qui peuvent exister. La peur, elle ronge tellement que on va provoquer sa propre chute parce qu'on a peur de tomber. Ça, moi, c'est quelque chose que quand j'ai lu ce livre et que j'ai compris ce truc-là, j'ai trouvé ça quand même assez fascinant et assez fou de comprendre que ça pouvait se passer comme ça. Voilà.
Et donc ça peut être un petit peu mis dans le contexte de ce qu'on appelle les attitudes controphobiques, donc des attitudes qui sont là pour contrer la peur. Et en même temps, comme on le voit, ça peut être des situations assez différentes et qui ne se ressemblent pas forcément dans ce qu'elles provoquent et d'où elles viennent. Et la dernière hypothèse un petit peu que je vais exposer, pour comprendre un petit peu comme ça les situations de conduite à risque, de traumatophilie, mais surtout les situations répétitives comme ça. Vous savez, c'est un petit peu les choses qu'on a peut-être déjà entendues autour de nous, ou même nous-mêmes, on a effectué. C'est par exemple les gens qui vont de manière répétée vers des partenaires amoureux qui vont être violents ou abusifs. Ou des gens qui vont se mettre en danger je sais pas, en prenant beaucoup de drogue ou des situations un petit peu annexes. Mais la question là, c'est pas seulement le fait de le faire une fois, mais c'est le faire de manière répétée. Et pourquoi? Alors que la personne elle-même juge que c'est mauvais, inconsciemment, elle va revenir vers ça. Donc ça semble encore une fois être une sorte de paradoxe au premier regard, mais il y a des corpus théoriques bien connus qui proposent des explications très structurées pour l'expliquer. D'un côté, la psychanalyse majoritairement, et une autre théorie, mais qui est pas si différente vis-à-vis de ce dont on parle en tout cas aujourd'hui, qui est la théorie du trauma-dissociation, ou de la dissociation traumatique. C'est que donc cette théorie, elle explique que quand l'événement parce qu'il était trop difficile à vivre, parce qu'il amenait une excitation neuronale trop forte, dans le cas de la théorie trauma-dissociation, l'événement n'est pas inscrit dans le psychisme ou n'est pas inscrit dans la mémoire, mais dans une forme infraverbale. L'expérience est tellement mauvaise qu'elle est rejetée en quelque sorte par le psychisme et on ne peut que se retirer de l'expérience. En psychanalyse, le sujet est clivé. L'exemple qui explique bien ça, c'est si on a mal à la main, on se coupe la main. Donc quelque part, il y a toute une partie de l'expérience qui est plus accessible à la mémoire ou au sujet. Dans la théorie de la dissociation traumatique, il y a une approche un peu similaire qui décrit que dans une situation où la sensorialité est si forte que le cerveau peut disjoncter en quelque sorte, il y a une aire du cerveau dans laquelle s'inscrit la mémoire, dans laquelle précisément l'événement ne va pas s'inscrire. Donc là, on est sur une explication qui est plus neurologique, quoi. Et donc, dans ces deux théories, il y a un besoin que l'événement s'inscrive dans le sujet, et soit, en psychanalyse, on dit qu'il y a un besoin que l'événement soit élaboré. Par la parole, mais aussi par d'autres techniques, pour faire revenir l'événement, le formuler dans différents types de psychothérapie, faire revenir aussi le souvenir d'un trauma oublié. Et que c'est ça qui permettrait justement de ne plus être agi par ce trauma. Pourquoi? Parce que ce qu'on semble observer, c'est que des gens qui, en fait, reviendraient vers des traumas qu'ils ont vécus et répéteraient ces situations-là, ce serait en fait une manière de rejouer la scène d'une manière cette fois, en espérant que cette fois, l'issue soit différente, pour pouvoir l'inscrire dans la mémoire et l'élaborer. Et donc dans ce cas-là, l'idée c'est d'essayer de faire revivre l'événement par d'autres techniques et que ce serait ce qui permet d'arrêter la répétition de situations traumatiques ou de recherche de danger dans ce cas. Donc voilà, c'était un petit peu les hypothèses que je voulais un petit peu vous partager sur ces questions-là. Pour les récapituler un petit peu,
On peut penser que parfois, l'ordalie, c'est une manière de s'en remettre à autrui. Donc quand on ne croit plus en sa capacité d'agir, on se met entre les mains de Dieu ou d'une capacité de décision autre. Que ça peut être aussi, la recherche de danger, un moyen de trouver sa limite. Parce que quand on n'arrive pas à se situer, on a du mal à forger une éthique et une manière de diriger ses actions. Que ça peut être aussi très simplement une manière de trouver sa force, de se confronter à sa peur et de se rassurer dans sa capacité à y faire face. Que ça peut être aussi une manière de réaliser sa propre croyance, des croyances ancrées, autodépréciatives. Et que ça permet, dans ces cas-là, aussi de couper court à une tension intérieure qui est conflictuelle et épuisante. Que la recherche de danger peut être aussi une manière de supprimer la peur en précipitant la chute, en faisant advenir l'événement redouté pour, encore une fois, couper court à la tension insupportable que la peur peut générer. Et enfin, répéter l'événement, douloureux ou dangereux, ça peut être un moyen pour le sujet de trouver une autre issue, arrêter la répétition et symboliser, donc élaborer des traces mnésiques qui n'ont pas été formulées et qui appellent à l'être.